Sur le point précédent, sur la DIA pour le 95 bis 95 rue de Redon, qui est en fait l'ancienne boîte de nuit, ce qu'on appelait par le passé l'hôtel du port, hein, puisque là vous aviez un magnifique établissement lié avec le tourisme de la Cannes. Voilà, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est fait sur ce sujet, parce que je vois qu'il n'y a pas de décision d'indiquer, c'est sans doute parce que c'est reporté au point 13. Est-ce qu'on va avoir le débat au point 13? On a le débat maintenant? On aura le débat tout à l'heure. D'accord, donc là pour l'instant il n'y a pas de décision prise encore, on attend le débat. La DIA, elle a été prise. On vous l'a déjà dit, Madame Hôtel, par mail, la DIA elle a été prise, ça veut dire qu'on n'a pas préempté. Vous n'avez pas préempté? On va discuter tout à l'heure, parce que j'ai posé la question en fin de conseil sur le sujet du théâtre, mais on n'est pas en cause. Ok, alors moi je vais revenir sur l'historique. 24 septembre, c'est l'information acte notarié. Vous avez normalement 2 mois pour dire si vous préemptez ou pas, si on préempte ou pas. Donc là, à quel moment vous avez donné cette information à l'acheteur qu'il n'y aurait pas de préemption? À quelle date? C'est ça qui est important pour moi. Entre le moment où vous a interpellé en conseil municipal, on vous a soulevé la question le 29 septembre, il n'y avait que 5 jours qui s'étaient passés avec l'acte notarié. Donc, à quelle date vous avez envoyé un courrier à l'acquéreur lui disant que vous ne préemptiez pas? Le 30 septembre. Ils sont envoyés à l'office notarial. On débattra en point 13 et on dira ce qu'on pense de tout ça, de l'organisation de cette information. On débattra en point 13. Merci. Donc, je donne la parole à Monsieur Mille. Merci. Donc, le point numéro 1, c'est l'approbation du compte de gestion 2019 de la SORP sur la redevance assainissement. Donc, sur les 2 premiers points de cette note de synthèse, en fait, il s'agit d'acter les comptes de gestion des délégataires pour l'année 2019. Donc, ce premier point concerne la partie Bichin pour ces 2403 abonnés. Donc, abonnés dans le petit document, ça signifie branchement dans le langage des délégataires. Sur la partie Bichin, nous avons 2403 branchements pour 182 000 mètres cubes d'eau consommée. La redevance facturée est de 327 000 € et la SORP se rémunère à hauteur de 10 000 €, soit à peu près 3% du prix, le solde revenant à la commune. Donc on vous propose sur ce compte de gestion de l'approuver. Donc je mets au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc c'est pas approuvé à l'unanimité. Le point numéro 2, c'est l'autre partie pour rien. En fait, c'est l'approbation du compte de gestion 2019 de l'éolien sur cette redevance assainissement. Donc, comme je le disais, c'est la partie pour rien avec ses 416 branchements. La consommation est près de 27 000 m3. La redevance facturée est de 53 061 €. Et là, l'éolien se rémunère à hauteur de 1 440 €, soit 2,72%. Le restant revenant à la commune. Donc à noter que c'est en fait la dernière fois qu'on a approuvé ce compte de gestion pour l'éolien, puisque la partie pour rien a été transférée depuis le 1er janvier 2019 au CEDR. Normalement, on devrait avoir un commande du CEDR. Voilà. Une collectivité au bassin pardon. De rémunération entre les 2 unités, 2,70 pour l'un, 3 pour l'autre, 3% pour l'autre. Est-ce que vous savez déjà quelle sera l'exigence de rémunération suite au transfert? Alors, en termes de pourcentage, hein, c'est ça qui donc oui, il y avait, lorsque vous avez transféré au bassin rennais, il y avait un prix de facturation qui sera supérieur à l'État. Il sera supérieur, donc sur le taux de facturation, on dépassera les 2,70%. Oui. Ça, c'est une question, puisqu'on a 2 prestataires à chaque fois, on peut comparer et peut-être être plus exigeant toujours avec celui qui nous offre les moins bonnes conditions, notamment aussi sur le prix de l'eau. On a vu des différences parfois de 30% d'un syndicat à l'autre sur le prix de l'eau. Alors moi, je veux bien qu'il y a des longueurs de tuyaux, mais quand même, 30%, c'est beaucoup. On avait même, je le dis pour les nouveaux élus, on avait même des habitants qui habitaient porte à porte et qui ne payaient pas, puisqu'il y en avait un qui était raccordé sur Veolia, l'autre sur la SORP, qui ne payaient pas le même prix d'eau, et l'un payant 30% de plus que l'autre. Donc c'est difficile à expliquer aux habitants.
Donc l'idée, c'est de réussir à converger vers le mieux disant, évidemment. Donc, je mets au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est approuvé à l'unanimité. Je prends le relais. Donc, sur l'avis du conseil municipal sur une demande d'enregistrement et d'installation de méthanisation sur la commune de Bourg-des-Cons. On a été sollicité pour un avis consultatif par la préfecture. Donc, je vais faire juste un bref rappel du projet de méthanisation sur Bourg-des-Cons. Il s'agit d'un projet déposé par la SAS Agri Bioénergie. Donc, sur le lieu dit Landes de Vaugouet, donc sur le territoire de Bourg-des-Cons. Donc, il regroupe 15 exploitants. Donc, c'est une grosse unité de méthanisation, puisqu'on est sur un total de matière traitée de 24 800 tonnes, soit 67,5 tonnes jour. Donc, je ne vais pas vous faire un rappel sur ce que c'est que le procédé de méthanisation, ça peut soumettre à la polémique, mais ce n'est pas le but du débat de ce faire. C'est vraiment de donner un avis sur le projet de Bourg-des-Cons. Donc, on a étudié en commission d'urbanisme et on a quand même trouvé que ce projet-là, compte tenu de la localisation inappropriée et de sa dimension trop importante, peut entraîner des nuisances. Donc, c'est pour ça que je vous propose d'émettre un avis réservé sur ce projet. À titre de comparaison, la l'unité de méthanisation sur Bichin est environ 3,5 fois plus petite. Donc là, au lieu des 24 800 tonnes, on est plutôt à 7 500 tonnes. Et sur la production annuelle de gaz, on est des 2 500 000 Nm cubes, je crois. C'est 550 tonnes. Pas du tout la même surface. Y a-t-il des questions là-dessus? Oui, alors, pour ma part, je suis à l'avis réservé, mais je ne sais pas ce que vont suivre les membres de mon groupe. Voilà, ce sera la surprise. Par contre, je voudrais quand même interpeller sur l'avenir, parce que des projets de méthanisation, on va en avoir d'autres. Et moi, j'aimerais qu'on ait un débat éclairé sur le sujet. Les pour, les contre, les avantages, les inconvénients. Parce que je vois que vous avez parlé des nuisances, mais vous ne listez pas toutes les nuisances, en fait. Et on n'est pas tous sachants sur cette question-là. Moi, j'ai participé à une présentation du sujet de la qualité de l'air au département par Air Brest. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on puisse les faire venir aussi pour nous présenter aussi ce sujet de la qualité de l'air, et qui indiquait que la méthanisation, eh bien, elle crée aussi des nuisances au niveau de la qualité de l'air. Donc, vous voyez, il y a plein de choses, mais j'ai découvert, moi, par exemple, au département, je trouve que ce serait bien qu'on ait un débat éclairé pour qu'on ait des réponses aussi, parce que il faut faire des économies d'énergie, mais en même temps, il faut aller vers de l'énergie renouvelable. Donc là, ça paraissait être un bon moyen. En Allemagne, ils l'avaient pratiqué. Je sais que le groupe politique Europe Écologie Les Verts est très mitigé sur ces sujets. Donc ça vaudrait le coup, je parle à la commission cadre de vie transition écologique et même à la commission santé, de faire venir des spécialistes pour nous éclairer, même sur un débat public auprès d'un grand public, quoi. Voilà. Tout à fait, ça peut être très intéressant. Voilà, c'est tout. Maintenant, je crois qu'au niveau de l'État, je crois que la question fait effectivement sujet en ce moment, parce qu'effectivement, c'est compliqué. C'est pas un procédé qui est complètement parfait. Effectivement, produire de l'énergie verte, c'est important. Maintenant, c'est comme tout, c'est comme l'éolien. On trouve ça bien, mais on ne peut pas ça à côté de chez soi. Je peux comprendre aussi qu'il faut que ça reste dans un cadre. On parlait notamment des dérives de la méthanisation, entre le nombre effectivement, les fameux 15% de cultures qui sont autorisées pour mettre dans les intrants. Effectivement, ça peut poser polémique. Donc là, je pense qu'effectivement, il y aura des débats, mais non, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se renseigner auprès d'experts? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Parce qu'apparemment, il y a aussi un impact. Il y aurait aussi un impact au niveau de l'azote, en fait. Ça consomme pas l'azote. En fait, j'ai lu un bouquin moi, qui s'appelle sur l'agriculture, où ils évoquaient aussi cette problématique. On retrouve de l'azote dans le sol. Donc tout ce qu'on essayait d'empêcher, en fait, peut-être qu'on l'aggrave finalement par système. Et bon, comme je vous dis, moi je suis ignorant, je demande à savoir, et donc je pense qu'on a besoin d'experts pour nous éclairer. Tout à fait. Mais je pense qu'aussi, ce projet-là, à Bourg-des-Cons, ce qui est malheureux, c'est qu'il a été très mal amené aux élus de Bourg-des-Cons. Je pense qu'ils ont voulu passer en force, c'est un gros projet, et ils ont manqué de pédagogie.
Je pense que le projet qui a eu lieu avec Guichard et M. Marais, la pédagogie s'est faite de meilleure manière. Vraiment, le projet a été montré aux habitants, aux élus, et fait par la Chambre d'agriculture. Je crois que c'est la Chambre d'agriculture, donc par des gens qui sont normalement neutres. Donc c'est sûr, quand c'est le porteur de projet qui va vous présenter le projet, c'est différent. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de mettre au vote. Et s'il y a des abstentions, des votes contre, c'est adopté à l'unanimité. Je passe la parole à Jérôme Cognier pour l'espace de la Fondation. Merci. Donc il s'agit de la prolongation des conditions actuelles d'accueil pour Radio Laser au sein de l'espace DLP. L'association Radio Laser sollicite la mise à disposition gracieuse de locaux permanents au sein de l'espace DLP pour organiser l'activité de la radio associative et indépendante. La commune de Bichin met à disposition de Radio Laser les locaux et équipements suivants. Les espaces situés entre le couloir associatif qui est un suivi d'enregistrement et le couloir de circulation pour la DPS, donc une session dans le lieu. La salle de réunion numéro 1 sur le temps de déjeuner, pour les équipes de la radio. Les bureaux et pièces de travail sont équipés de mobilier de matériel appartenant à Radio Laser. Donc, considérant le fait que Radio Laser est installé au sein des locaux de DLT depuis plusieurs années et que cette cohabitation se déroule sans difficulté, considérant l'avis favorable émis par Radio Laser sur ce projet de convention que vous retrouvez dans l'annexe 5, considérant que l'utilisation des locaux de DLT serait autorisée de manière permanente du 1er janvier 2020 au 30 2021, ce qui nous amène probablement grosso modo au départ de la bibliothèque. Étant entendu cet exposé, nous vous proposons d'accepter la mise à disposition gratuite à Radio Laser d'un bureau d'un suivi d'enregistrement ainsi que du couloir de circulation entre les deux pièces, de prendre en considération l'usage de la salle de réunion numéro 1 de DLT sur le temps de déjeuner par l'équipe de Radio Laser, sous réserve de la valorisation des activités associatives qui s'y déroulent et d'autoriser le maire à signer cette convention à intervenir avec Radio Laser. Madame Mars. Juste une question, l'espace qui est proposé, c'est quelle surface? Vous l'avez l'intention, c'est ce qu'on a actuellement. C'est ça la problématique justement. C'est ça qu'il y a actuellement, mais ça ne correspond pas à leurs besoins. Ah oui, tout à fait. Alors déjà, séparément, vous savez qu'il y a par ailleurs la location à partir de janvier de la salle numéro 4, qui est elle utilisée pour la School Radio. Et effectivement, les échanges avec Radio Laser montrent qu'il y a un besoin de plus de surface, c'est un des éléments qui sera à étudier dans le cadre de la redistribution, réaménagement de DLT suite au départ des bibliothèques. Parce qu'effectivement, ils sont un peu à l'étroit sur un certain nombre de choses, notamment bureau managérial, si je puis dire, pour M. Delfaux. Il y a un certain nombre de choses. Parce que ce serait quand même dommage de perdre une radio implantée sur Bichin, qui est là depuis 92, qui fait partie du patrimoine de la ville, et qui partirait ailleurs parce qu'on n'est pas capable de leur transmettre et de mettre à disposition des locaux adéquats. Oui, nous avons déjà eu plusieurs échanges avec M. Delfaux à ce sujet. Bien sûr, il y a des choses à faire et on est tout à fait ouvert à travailler dessus. Maintenant, on a en point de mire le départ de la bibliothèque, donc on va se caler là-dessus. Effectivement, dans ce contexte-là, il faut qu'on trouve de la place pour eux, mais il y a un groupe de travail auquel vous avez, qui n'a pas encore démarré, mais qui démarrera bientôt pour réfléchir à cet aménagement DLT. C'est évidemment une donnée essentielle de la réflexion. Donc, dans une réunion informelle, une réunion formelle il y a juste après notre prise de fonction avec M. Delfaux, on avait largement déjà évoqué ces points, bien entendu, il nous a exposé exactement ce dont il avait besoin. Et d'ailleurs, on le rencontrera à nouveau bientôt. Parce que oui, il y a des choses à faire et personne n'en disconvient. Et alors, du coup, en effet, on a demandé à M. Delamare la semaine dernière la possibilité d'intégrer le groupe de travail sur le sujet. Tout à fait. Pour lequel on n'a pas eu de réponse dans les médias, mais j'espère que... Non, mais bien sûr, enfin, si vous avez une réponse il y a une demi-heure, à peu près, qui disait que de ma part, disant qu'on venait vers vous parce que c'était pas encore tout à fait D'accord, très bien.
Mais bien entendu, on revient vers vous pour la constitution de ce groupe de travail et démarrer avant la fin de l'année. Ok, merci. Alors, de la même façon, puisque je vois qu'on est ouvert pour nous accueillir dans les groupes de travail, j'aimerais être associée aux discussions qui vont avoir lieu avec la Ludothèque. Donc il y a un rendez-vous prévu le 5 novembre. Alors je connais bien la Ludothèque, hein, vous savez, je suis ancienne présidente, même présidente d'honneur, puisque j'avais permis à cette association, en reprenant, on n'était que 3, qu'elle se maintienne, qu'elle existe toujours. Donc j'aimerais bien participer aux discussions parce que je vois que ça peut aussi être tendu sur les contraintes qu'on cherche à leur imposer, notamment sur les conditions d'ouverture. Donc là je vous sollicite aussi, est-ce que je peux participer à cette réunion le 5 novembre, de façon officielle, pas voilà, en tant qu'élu et pas en tant que membre de l'association. Voilà. Alors, Évidemment je suis adhérente de l'association, mais je suis adhérente, j'ai ma carte de prêt, mais ça n'a aucun intérêt, quoi. Je veux venir en tant qu'élu. Alors, je connais aussi cette association, sûrement moins que vous, Madame Motel, mais je la connais bien aussi. Pour autant, ce dossier est suivi par M. Chanel Et M. Delamarre. et M. Delamarre, oui. Et c'est aussi une structure associative, donc je m'adresse aussi aux responsables Oui, associatifs. bien sûr, mais le fait d'être une association n'est pas la seule motivation, c'est à quoi ça sert pour les habitants. Voilà, donc j'attends une réponse, est-ce que je peux participer à ce groupe de travail? Parce qu'en fait, cet espace Galatée, c'est assez étendu sur son avenir, parce qu'en fait, à la fois, il y a les services qui veulent des locaux pour s'occuper du matériel, et j'ai entendu dire qu'il lorgnait sur certaines salles ou certains espaces qui vont être délaissés. Ce serait quand même un petit peu dommage que on ne répond pas aux demandes associatives en priorité parce qu'on a des besoins de rangement et que peut-être qu'il serait judicieux de se dire qu'il est peut-être temps de créer un véritable local de rangement pour l'espace Galatée, mais qui servirait aussi de local de rangement pour toutes les associations. Et là, je m'adresse encore aux responsables associatifs. Oui, bien sûr, mais est-ce que vous voulez qu'on commence le groupe de travail ce soir? Non, mais je vous le dis, parce que c'est une proposition officielle qui se tient au conseil municipal et qui est un lieu public, donc tout le monde l'entend, cette proposition. Très bien, c'est noté, et nous aurons l'occasion d'en discuter dans notre groupe de travail, qui sera ouvert, il n'y a pas de scénario préétabli, et toutes les bonnes idées seront les bienvenues. Parfait. Toutes les bonnes idées et l'écoute de toutes les bonnes idées. Du coup, merci Jérôme. Je voulais intervenir. Ah, pardon. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir prendre celui-là. Je voulais revenir sur Radio Laser pour simplement rappeler un peu. Ça marche pas. C'est pas grave, on entend. Ça marche. Ouais. Radio Laser, des compétences communautaires. C'est vrai que l'histoire fait que Bichin l'a accueilli il y a 25 ans, voire même 30 ans, et a continué à héberger Radio Laser, gratuitement. Maintenant, il faudra peut-être mettre les choses en bon ordre, compétences communautaires communes pour Radio Laser, voilà, prise en charge du fonctionnement et de la location des locaux. Je veux simplement rappeler ça, qu'on s'est dit en tête. Rappelez-vous que la compétence, c'est bien communauté de communes. C'est vrai. Le risque surtout, c'est que c'est une équipe du HBC en fait. Ouais, il y a un risque quand même. D'accord, mais bon, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas donner suite, mais faites attention. Regardez bien les. Et parfois, les discussions avec la communauté de communes, vous savez, vous y avez assisté, il y a une incompréhension par rapport à l'intérêt de ce média local, parce que certains ont l'impression de ne pas en bénéficier, certaines communes ont l'impression, vous savez, de ne pas en bénéficier autant que d'autres, alors que pourtant ils émettent très largement. Donc c'est un média citoyen. Nous, ce qu'on a retenu, c'est l'aspect SCOL radio, qui permet, c'est quand même une formation unique en France, c'est une formation d'animateur radio unique en France, qui fait qu'après nous avons des animateurs radio qui travaillent dans de grandes chaînes de radio, qui ont été formés ici à Bichin. Vous avez des sessions où il y a des jeunes qui viennent de la France entière pour être formés. C'est vraiment, c'est comme tu l'as dit, Hélène, c'est une patrimoine culturel. Donc, alors c'est difficile à faire comprendre aux autres élus de l'HBC. Moi j'en ai été témoin. Mettez dans la boucle, donc, dans ce cas-là, un représentant de l'HBC. Ouais. En tout cas, personne n'est pas convaincu. Oui, sur l'utilité de radio sur le. Je pense que sur cette table, tout le monde est d'accord. Du coup, je vous propose de mettre au vote pour la convention. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? C'est approuvé à l'unanimité. Donc, le rapport annuel d'activité de Vallon Côte Communauté. Donc, je pense que vous l'avez tous lu.
plusieurs fois même. Donc, je vous propose de l'adopter pour faire court. Donc, c'était une cartographie du VHDC. Les premières pages rappellent ce que c'est le VHDC, les chiffres à la clé. Et après l'activité qui a eu lieu. Moi, je tiens à souligner quand même quelques points. C'était les aides bocagères. Je trouve que c'est un beau dossier et qui a été très bien mené. Les actions de la culture sont très bien aussi. La fibre. Ben, la fibre, ça a pris un peu de retard, mais on revient. Donc, je crois que la tranche 1 va se terminer. La tranche 2 commence. Et Guichin, je crois que le déploiement de la fibre est bien entamé sur notre commune. Est-ce qu'il y avait des questions particulières sur ce rapport d'activité? Pour avoir participé à la construction de cette politique, moi je voudrais souligner une nouvelle action quand même qui est le relais intercommunal parents assistantes maternelles. Pourquoi je le souligne? Parce qu'on a un souci aujourd'hui à Guichin, c'est une déperdition du nombre d'assistantes maternelles. J'ai été contactée dernièrement par des parents qui étaient en grosse galère pour trouver une assistante maternelle sur Guichin. C'est affolant. Le RIPAM c'est justement fait pour ça, c'est-à-dire c'est un lieu. Donc j'étais à la tête de cette politique enfant-jeunesse, il a fallu bagarrer longtemps, et Joël Seller le sait, pour faire aboutir le dossier, parce que tout le monde n'était pas d'accord. Mais le relais assistante maternelle, ça permet de valoriser le métier d'assistante maternelle, et peut-être de donner envie à des personnes de faire ce métier, en proposant des formations professionnelles, et en continu, et au démarrage et en continu. C'est inquiétant, hein. On a un outil accueil à Guichin, il suffira pas. Voilà, je voulais dire, c'est pour ça que je pointais ça du doigt, parce que je le mettais en rapport avec les dernières informations que j'ai sur les assistantes maternelles. Le relais, alors assistant maternelle, permet aussi évidemment de donner des informations aux parents sur les différents modes de garde, donc c'est une information neutre, hein, alors ils renseigneront à la fois sur les métiers accueil, sur les modes de garde à domicile ou le mode de garde par assistant maternel. Ça leur permet aussi d'être un soutien juridique aux uns et aux autres, de façon aussi totalement neutre, impartiale, soit pour les parents, parce que c'est des employeurs, hein, ils rédigent des contrats de travail, c'est pas évident, et aussi pour les assistantes maternelles, parce que parfois la relation entre un assistant maternel ou une assistante maternelle et les parents peut, au fil du temps, mal se passer, et on peut avoir des contentieux de nature droit du travail, donc il faut avoir un technicien capable d'éclairer les uns et les autres, de les aider, de les soutenir sur ces questions législatives très pointues. Et puis j'ai envie de dire, ça mérite encore une évolution, ce RIPAM, c'est le lieu accueil enfants-parents. Alors le lieu accueil enfants-parents, on en connaît sur le centre social, le centre socio-culturel à Val d'Anas, le Chorus. Donc c'est les mercredis matins, où en fait les parents viennent avec leurs enfants et bénéficient au fil d'activités ludiques, en fait de conseils sur l'éducation et d'une écoute d'une éducatrice spécialisée en fait. Ça aussi c'est intéressant. Alors on ne l'a pas dans le module RIPAM qu'on a aujourd'hui, mais ça mériterait de faire évoluer le dispositif dans l'avenir, je vous le dis, parce que les uns et les autres, vous siégez à VHDC, ce sera le moment de faire évoluer tout ça. C'est aussi très largement financé par la CAF. Voilà pourquoi j'intervenais sur le sujet. Merci. Alors, est-ce que c'est l'offre qui diminue en assistante maternelle ou c'est la demande qui explose? Alors je ne sais pas. On ne sait pas, parce que moi j'ai l'impression que c'est la demande qui explose. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je crois pas du tout. Je pense que c'est une désaffection du métier Ah bon? qui fait que, voilà, Ou l'offre qui Vous êtes diminue. assistante maternelle. l'offre reste. Juste, je voulais simplement intervenir. Donc, ça n'est pas, le déploiement du RIPAM sur l'ensemble du territoire n'est pas sur 2019, mais sur 2020. D'accord. Donc voilà, ça a été initié en 2019, mais voilà. c'est pas dans le rapport des actions réalisées en 2019, ce sera en 2020. D'accord. Mais je pense que ça sera bien qu'on fasse commune par commune, ou bien groupe de communes par groupe de communes. Je crois que le RIPAM va se mettre à se déployer. On fasse des réunions de concertation et de présentation du RIPAM. Ouais. Alors du coup, pour compléter, comme j'étais à une réunion au département où tous les maires étaient invités là, le 20 octobre, j'ai interpellé les services du département sur comment rendre plus attractif le métier. Et en fait, ils font des réunions d'information, mais la prochaine c'était à 20. Alors moi j'ai demandé, et j'aimerais bien que le maire et puis les élus ici soutiennent aussi cette demande, qu'on fasse une demande de réunion d'information localisée, puisqu'on a un souci, quoi, voilà. Il faudrait que vous sollicitiez le département dans ce sens-là. Moi je leur en ai déjà parlé. Voilà. Merci. Joël, tu voulais raconter? Parce qu'on n'a pas tout listé les actions fortes. On voulait revenir sur le réseau de bibliothèques. Je pense que ça aussi, c'est une action forte
qui se déploie depuis 2019 et qui continue à se déployer avec le transport des livres entre les différentes bibliothèques. Ça aussi, c'est une action forte de 2019-2020. Alors, on passe souvent sous silence le développement économique, le développement touristique. Et donc c'est à la dernière page, mais là aussi il y a une action qui continue d'être menée de façon à développer le territoire et à créer de l'emploi sur le territoire. Du coup, il n'y avait pas de vote, juste pour prendre acte du rapport. On continue sur le chapitre 65 avec plus 400 € en 65-35 formations. 4 000 par an. Il s'agit en fait du souhait des élus d'augmenter l'enveloppe des frais de formation. Donc c'était une prévision. Mais vu le contexte, je ne sais pas si on va véritablement utiliser ces crédits d'ici la fin de l'année. C'est compliqué. En 65-743, participation FCD, c'est l'ajustement de la participation communale que l'on a fait au mois de juillet dernier pour moins 63 000 €. En 65-744, subvention autre, c'est la participation à l'achat de masques l'ANF pour les habitants de Guichin pour 21 000 €. Et un peu plus bas, en 678 moins 1 000 €, c'est le remboursement de la SNAC, c'est l'assurance des collectivités, et des frais d'avocat suite à un contentieux d'urbanisme. Donc là, c'est pour la partie dépenses. Donc en recette, je l'ai dit tout à l'heure, le 0,42, c'est la valorisation des travaux en régie. S'il vous plaît, juste un complément d'information concernant un petit peu plus haut, les 4 000 € et les formations des élus. Oui. De quoi il s'agit exactement? Donc en fait, on avait acté, on commencerait peut-être une formation sur l'intelligence collective qui aurait pu démarrer en décembre, donc on avait là on rajoute des crédits. Mais vu le contexte sanitaire, ça paraît compliqué d'utiliser ces crédits pour cette formation-là. D'accord. Donc ça correspond en fait à ce qui a été noté dans le reflet en fait. Oui, c'est ça. Pour la formation des élus et des chefs de service. C'est ça. D'accord. Plan de formation dont on n'est pas au courant, parce que nous, on vous a demandé des formations sur l'urbanisme, les marchés publics et les finances. On découvre en disant le reflet qu'il y a un plan de formation, on est content, c'est l'intelligence collective, on est très content, mais sauf que nous, la formation d'intelligence collective, en plus, on l'a déjà faite, d'autres personnes de mon groupe, et qu'on pense qu'il est quand même essentiel de se former sur les finances, l'urbanisme et les marchés publics. Madame Motel, Donc j'aimerais bien qu'on puisse aussi être le formé plan de sur formation ce a sujet. été voté au Conseil. Voté au Conseil. Le plan de formation en détail, j'ai pas de souvenir qu'il était voté en détail avec les thématiques identifiées, sachant que nous, on avait fait une demande très claire, qui était marché public, finances et urbanisme. Depuis, j'ai interpellé VHVC, puisqu'on me renvoyait vers VHVC. VHVC ne compte pas non plus faire de formation, on me renvoie vers la commune. Donc j'aimerais bien savoir comment nous, on va pouvoir faire les formations qui nous sont nécessaires. Voilà. Vous avez la possibilité de... Dernier bureau communautaire, monsieur le maire, on m'a répondu de la bouche du DGS. Là, vous n'étiez pas présent. Non, j'étais pas présent. Mais de la bouche du DGS, on m'a renvoyé par la commune. Madame Motel, s'il vous plaît. Madame Le Bordel va vous donner une réponse. Sur la formation d'intelligence collective, il avait été arrêté ensemble que pour tous les nouveaux élus, il faudrait cette formation. Nous, les parties prenantes. Après, n'oubliez pas qu'en tant qu'élu, vous avez le droit d'utiliser également les DIF élus, où là, vous pouvez solliciter la caisse des dépôts et des consignations pour faire toute formation que vous souhaitez. Mais je trouve ça assez incroyable parce qu'en fait, normalement, en tant qu'élu, on a un droit à la formation. Et il me semble que tout élu dans cette instance, mais vraiment, parce que parfois on va parler de plan pluriannuel d'investissement, on va parler aussi règles d'urbanisme, on va parler marché public. D'ailleurs, c'est le gros quand même de nos sujets en conseil municipaux, tous ces sujets-là. Et ne pas connaître le sujet, c'est demander aux gens de faire confiance aux rapporteurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. On a toujours 22 votes à l'unanimité dans votre groupe. Personne ne s'abstient, personne ne vote contre, tout simplement parce qu'en fait, il y a une méconnaissance du sujet. Donc l'intelligence collective, c'est très bien, mais quand on maîtrise un petit peu les sujets aussi, Madame Le Bourdet. Ça j'entends bien, mais en fait, de manière à pouvoir travailler ensemble, il avait été décidé qu'on parle tous le même langage. Pour parler tous le même langage, encore faut-il se former. Et là, justement, c'était un moyen non seulement de faire cohésion
entre les équipes d'opposition et majoritaire, et c'est un moyen aussi de pouvoir parler librement entre nous, et le but est de travailler ensemble. Alors Madame Loubet, comme vous dites, nous avons acté. Déjà Oui, dans le conseil municipal. Excusez-moi Madame Loubet. Nous avons acté. C'est le groupe, vous avez acté. C'est le groupe majoritaire qui a acté pour le groupe minoritaire. Nous ne sommes pas un groupe d'opposition, vous allez le voir. Sur ce conseil municipal, nous avons voté quasiment toutes les délibérations. Nous aurons un débat sur le point 13. Nous ne sommes pas une opposition, donc nous aimerions aussi que vous changiez tous votre vocabulaire sur ce sujet. Nous sommes un groupe minoritaire. Alors, okay, vous êtes un groupe majoritaire. Nous sommes un groupe minoritaire. Voilà. Je l'entends. Donc je l'entends. Au niveau sémantique. Donc sur la question de l'intelligence collective, vous savez comment fonctionne l'intelligence collective. Tant qu'il y a une objection, on continue de travailler. Ben nous, là, on a une objection sur le plan de formation, on continue de travailler, on a en bonne intelligence collective. Vous nous accordez ce qu'on demande et on participe à la formation intelligence collective. Nous, on considère qu'il est essentiel pour nous de faire une formation. Nous avons plusieurs nouveaux élus dans notre groupe. Moi, je fais des réunions avec eux pour préparer les conseils municipaux, pour leur apporter les outils techniques. C'est très bien. Mais oui, mais vous savez très bien que quand on reçoit une formation, on n'en retient qu'une partie. Donc moi, je ne transmets qu'une partie de ce que j'ai reçu. Donc il me paraît essentiel que les nouveaux élus aient la totalité de la formation pour qu'ils puissent se l'approprier. Ça me semble essentiel sur les 3 sujets que je vous indique. Alors en fait, là, le choix qui s'était porté d'intelligence collective était sur le fait que c'était quelque chose de collectif et qui touchait l'ensemble des élus. Les formations que vous pointez sur l'urbanisme, certes, elles sont très intéressantes, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, vous savez bien que le budget de la commune n'est pas extensible à l'infini. Et donc, le choix s'était porté sur une formation qui touche le plus grand nombre. Et c'était le projet. Ok, Madame Le Baudet, l'intelligence collective, on a fait la formation ensemble. Est-ce que tant que quelqu'un a une objection, on continue de travailler l'objection? Oui ou non? Est-ce que c'est le principe de l'intelligence collective? Vous le savez. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Eh bien, on a une objection. Donc, on fait comment? D'accord, mais on avance sur le sujet que nous, ouais, alors, si vous voulez qu'on participe à la formation que vous proposez, on ne va pas revenir sur ce qui a été voté. Si vous voulez vraiment qu'on participe à la formation intelligence collective, permettez-nous d'accéder aux formations que nous demandons. Mais on vient de vous expliquer, vous n'écoutez pas. Vous posez des questions, vous n'écoutez pas. On vient de vous dire que vous pouvez utiliser votre diff. Si vous ne savez pas le faire, on vous expliquera comment le faire. Mais je sais le faire, et c'est pas C'est simple. parfait. Et c'est pas simple. Mais moi, on l'a utilisé. On l'a utilisé, sur le mandat c'est pas précédent. simple, mais ça se fait. Ah, pourtant, j'ai vu passer des délibérations sur le mandat précédent où il y avait, ça passait en conseil municipal et il n'y avait pas du DIF sur comment valoriser la fin de son Non, mandat. parce que là, il n'y avait pas de débat. La formation du DIF, vous le savez aussi bien que moi, c'est une démarche individuelle. Oui, donc alors pourquoi sur certains on leur accorde toutes les formations qu'ils souhaitent, y compris des formations qui ne sont pas d'intérêt général, comme par exemple valoriser son bilan de mandat, et d'autres on leur empêche d'avoir des formations essentielles. Ouais, c'est ça qui me gêne. Moi je veux bien participer à la formation intelligence collective, mais je veux qu'on ait des formations essentielles. C'est tout. C'est voilà, c'est une question de ne pas mettre la charrue devant les bœufs, quoi. Voilà. Du coup, est-ce que tu as fini ton exposé? Non. Le point numéro 12, l'adhésion à l'association Brudel. Donc, on en avait parlé déjà au dernier conseil. L'association Brudel a pour but de promouvoir l'aménagement du territoire dans l'esprit du développement durable en Bretagne et dans le Nord-Atlantique. Donc, l'association met en réseau des collectivités 170 afin qu'elles puissent partager leurs expériences et leurs initiatives de développement durable. Dans ce cadre, dans ce projet, nous avons souhaité donc adhérer à cette adhésion et il fallait désigner un représentant titulaire et un suppléant. Donc, nous proposons d'adhérer à l'association Brudel et de désigner comme représentant de la collectivité Madame Laurence Bienne et Monsieur Julien Dubois, en suppléance. Oui, Madame Matel. Alors, exactement la même délibération a été proposée le 29 septembre. Alors, est-ce que vous pouvez remettre dans le contexte, Monsieur Salin, pourquoi cette délibération est reproposée aujourd'hui? Qu'est-ce qui avait été demandé au dernier conseil municipal? Absolument. Vous aviez demandé à ce que un représentant de l'équipe minoritaire soit aussi associé, donc en suppléance. Nous avons effectivement réfléchi, nous avons remis au vote et réfléchi, et c'est pour ça que nous restons sur notre position, parce qu'en fait, au sein de notre équipe,
nous avons assez de compétences sur ce sujet et que Monsieur Dubois a très bien travaillé sur ce sujet, Madame Vienne, donc il est tout à fait légitime qu'il soit suppléant. Vous avez bien entendu votre demande, mais nous souhaitons garder Monsieur Dubois parce qu'il est vraiment très perspicace sur ce sujet et très intéressant. Ok. Alors, est-ce que vous pensez sincèrement que c'est une preuve de concertation, participation, égalité de traitement et le grand mot que vous utilisez à tort et à travers, intelligence collective, de nous retirer le droit de siéger en tant que suppléant dans cette instance alors que ça a figuré noir sur blanc dans notre programme? Franchement, est-ce que vous pensez que ça, c'est une bonne démarche de ce qu'on appelle l'intelligence collective? C'est juste une question. Hein. Vous avez le droit de faire vos choix, vous êtes la majorité, vous avez 22 élus, nous n'en avons que 7, même si 80 voix nous séparent. Mais franchement, si moi j'avais été dans le groupe majoritaire, vous auriez eu une place. Hein. Mais je suis certain que si nous avions été battus, on aurait eu une place, et c'est nous qui sommes majoritaires, et voilà, nous avons quand même réfléchi sur cette demande, qui était légitime, mais malgré tout, on estime que effectivement, les compétences sont suffisamment fournies chez nous. Elle était chez nous aussi. Non, voilà. je suis sûr. Ok. Ben, moi, je ne prends pas part au vote. Hein. Personnellement, je ne prends même pas part au vote. Ça ne mérite pas que je prenne part au vote. Donc, je vous propose de mettre au vote pour Madame Vienne titulaire et Monsieur Dubois suppléant. Donc, y a-t-il des abstentions? Une abstention. Des votes contre? 3. Alors, il y aura 4 parce que j'ai un pouvoir quand même. 4 contre? Oui, 4 contre. Et moi, je ne prends pas part au vote. Je vous remercie. Donc là, le conseil est terminé. Il y avait la question sur la session d'établissement. C'est une question du conseil, autant pour moi. Donc, vous avez demandé à ce que soit débattue la question d'une éventuelle préemption sur le bien site 95 de Bredon qui est hébergé une discothèque fermée depuis quelques mois et qui est mis en vente depuis. Donc la DIA est envoyée suite à la saisie de l'office notarial le 24 septembre 2020. Donc, comme je disais, la DIA est envoyée, il ne faut pas revenir dessus, c'est une décision du pouvoir du maire. Maintenant, si vous voulez qu'on débatte sur là, pourquoi nous n'avons pas préempté la discothèque, allons-y. Je laisse la parole à Mme Motel. Ok, on va être plusieurs à parler, je pense, sur le sujet, tellement il est d'importance. Moi, je vais reprendre vos propos, Monsieur Salin, que vous aviez tenus à l'occasion du déplacement d'une pizzeria sur une future zone de la Courtinay Sud. Et à ce moment-là, vous aviez dit que vraiment c'était opportun et que c'était une question de temporalité et qu'il fallait agir maintenant. Là, vous voyez, pour l'ancienne boîte de nuit de Pont-Réan, l'hôtel du Port, c'était opportun et c'était une question de temporalité et il fallait agir maintenant. La question n'était pas de savoir si on devait. La question n'était pas de savoir si on pouvait. La question, c'était évidemment qu'on devait le faire. Est-ce que vous avez vu, tous, autour de la table, je pense que oui, puisque ça a été diffusé sur la page Facebook de la commune, le magnifique reportage qui a été fait, qui est passé sur TF1 hier. On valorisait le halage, la cale de Pont-Réan, le Boel, Julia Eoche s'exprimait, c'était vraiment l'atout touristique, le patrimoine culturel, naturel, tout était mis en avant. Et là, vous avez, à l'entrée de cette cale, un lieu éminemment symbolique sur toutes ces questions. Patrimoine, voilà, qu'on laisse filer au privé pour un projet. Alors, premièrement, habitation à l'étage en zone inondable, je trouve ça formidable. De permettre à des gens de s'installer en zone inondable, je trouve ça extraordinaire. Certainement qu'ils garderont leur voiture sur le parking juste devant, alors qu'on est déjà en manque de place pour les commerçants, voilà. Et deuxièmement, vous mettez en avant que peut-être il faut une cellule commerciale au rez-de-chaussée, mais pour faire quelle activité? Si demain on a un sex shop qui s'installe ou un marchand d'armes, je pense qu'en termes d'atout touristique, ce ne sera pas terrible. Et on ne maîtrisera pas l'activité qui s'installera là. Alors que c'était l'occasion, vous le savez forcément, parce que les habitants de Pont-Réan nous l'ont répété, donc ils vous l'ont dit aussi pendant la campagne électorale, nous manquons de salles associatives. Vous le savez, Monsieur Cognier, puisque vous avez voulu faire venir une association de Bru et qu'on vous a opposé le fait
en commission association qu'il n'y avait déjà pas de place pour les associations de Guichen de Pont-Réan à Pont-Réan. Vous savez qu'on manque de salles. Là, c'était l'occasion de trouver de nouveaux espaces parce que, évidemment, Pont-Réan est en zone inondable, donc c'est très compliqué. Et nous n'allons pas faire toutes les salles à la Massey, parce que si nous faisons toutes les salles à la Massey, en fait, ça voudra dire qu'on fait déplacer les habitants du bourg de Pont-Réan. Ils sont nombreux à habiter le bourg quand même, jusqu'à la Massey pour leurs activités. Et évidemment, ils n'iront pas à pied, ils iront en voiture et ça ne va pas dans le sens de l'histoire qu'on est en train d'écrire. Donc, cette opportunité, il ne fallait pas la louper. Donc la question, ce n'était pas de savoir si on pouvait, parce que toujours on nous oppose à la question financière, mais cette question, je la trouve un peu facile, parce que parfois, c'est la réponse que vous nous donnez, mais sur d'autres sujets, je ne reviendrai pas sur le terrain foot synthétique, mais quand il a fallu trouver 400 000 euros, vous les avez trouvés. Là, c'était 280 000 euros. Voilà, on laisse filer ça. Moi, je suis là, les bras m'en tombent, parce qu'en plus, sur la méthode, je trouve ça dingue. Un sujet pareil, on vous en parle le 29 septembre au conseil municipal. Parce qu'on l'a appris par hasard, donc on vous en parle. Et le lendemain, le maire envoie la décision de non-préemption sans mettre débat. Mais là, c'est pareil, je me dis, mais elle est où la discussion, la participation, la concertation? Vraiment, on compte pour rien, nous? On vous parle du sujet, on compte pour rien? Là, j'ai envie de dire, on est quoi, là, pour vous? Excusez-moi, mais je suis effarée, parce que en plus... moi, je pense au pauvre Année, je les plains, qu'est-ce qu'ils vont la raconter aux habitants de ce territoire quand ils vont savoir ce qui s'est passé? Parce que oui, on va dire ce qui s'est passé. C'est désolant. Moi, du coup, pour l'avenir, j'ai une demande. Je ne sais pas si on peut revenir sur le sujet, mais par le passé, Madame Bourdès, sur Radio Laser, vous aviez évoqué que quand même la majorité avait préempté un fonds de commerce. Ah oui, comment elle l'avait préempté parce que la minorité avait mis la pression pour que ce soit préempté, le mine de rien à l'époque. Là, c'était le moment aussi de le faire. Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière? À l'époque, on avait pu revenir en arrière. Est-ce qu'on peut revenir en arrière de cette décision? La dernière fois, il y avait une erreur sur l'acte de notarié. Est-ce qu'on peut revenir en arrière cette fois-ci encore? Parce que là, c'est une erreur stratégique. Et puis, monsieur Scheller, vous le savez, l'entrée de Rennes Métropole, c'est Pont-Réan. D'un côté comme de l'autre, les gens, l'entrée de Rennes Métropole, quand on va de l'autre côté du pont, et les Rennais qui viennent faire du tourisme local à Pont-Réan. C'est vraiment, le tourisme, c'est de l'argent, c'est de l'économie derrière, c'est le travail des commerçants, le travail des restaurateurs. Le message qu'on leur envoie en période de Covid, c'est voilà, on laisse faire et en plus on permet une habitation supplémentaire en zone inondable. Donc moi, voilà, le débat c'était le minimum, quoi. Voilà. Ouais, c'est dommage parce que ce bâtiment, c'est quand même. Il y a toute une histoire là, ce bâtiment. Thierry, on te laisse la parole, prends la parole et après Patrick s'exprime. Oui, je disais, ce bâtiment, il a toute une histoire assez lointaine, donc c'est dommage de laisser partir toute une histoire comme ça. Et puis, c'est vrai que vous avez mentionné la méthode, c'est que ce bâtiment, il est à l'entrée de Guichen-Pont-Réan et il pouvait avoir une position pour VHBC, pour les portes de Haute-Bretagne, c'est-à-dire c'était une fenêtre justement par rapport au reportage que vous faites dernièrement, de faire voir justement et d'avoir éventuellement un site où on pourrait pu faire justement de l'information sur toute la culture de Guichen-Pont-Réan. D'accord. Si vous me permettez, je vais répondre. Donc sur ce... C'est terminé. Non, vous vouliez peut-être attendre. Allez-y, monsieur Guéret. Oui, alors moi en tant qu'habitant de Guichen, mais de Pont-Réan, du Pont-Réanais, je trouve quand même que ce lieu était quand même emblématique à Pont-Réan, il est centré. Je trouve que c'est dommage de se passer ça, parce que si on veut, là il va y avoir du monde à arriver à la Massey. Il faut bien se dire qu'il va y avoir besoin de salles, il y aura besoin de salles de réunion, de salles de, je ne sais pas, pour les anciens qui veulent pas faire de la belote ou quoi que ce soit. Il manque que de salles sur Pont-Réan. Il en manque déjà, il va en manquer, parce que on va voir combien de personnes en plus qui vont arriver avec la Massey, 1000, 2000, je ne sais pas combien de personnes qui vont arriver. Ça manquera. Donc où est-ce qu'on pourra mettre des locaux dans Pont-Réan, à part les mettre à la Massey, bien sûr, on peut en mettre à la Massey, c'est sûr. Les gens de Pont-Réan, ils ne vont pas aller monter jusqu'à la Massey, c'est ce que disait Michel tout à l'heure. Je trouve que c'est dommage. On ne peut pas construire ailleurs dans Pont-Réan, c'est en zone inondable. Donc il y a un lieu qui est là, il fallait en profiter, quoi. Surtout au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, à l'étage, on pouvait faire des salles de réunion, au rez-de-chaussée, on pouvait faire du commerce éphémère, on pouvait faire
l'Office du tourisme pour le VHBC, on pouvait faire des salles d'exposition, on pouvait faire des... Il y avait plein de choses qu'on pouvait faire. C'était vraiment la vitrine pour Guichin, Porian et pour VHBC. On passe devant quelque chose. Non. Vas-y, Joël. Je sais pas si tu veux conclure ou si c'est bon. Moi, je veux On répondre. va apporter quand même ces arguments-là. Parce que, bon, certes, le bâtiment il est bien placé, ça j'ai bien compris. Il est inondable. Il est inondable et il est inondé régulièrement. Ça aussi, il faut le savoir. Dans le règlement de la zone inondable, on ne peut pas faire de bâtiment recevant du public. Tout au moins pour ceux qui seraient de catégorie autre que la 5e catégorie. Vous voyez, on a aussi des restrictions très, très fortes sur l'utilisation possible de ce bâtiment. Ce qui fait que, je ne vais pas participer à la décision, mais je pense qu'il y a aussi les éléments que je viens de vous donner là, qui font que peut-être pas non plus s'emballer sur ce bâtiment et l'usage qu'on aurait pu y faire. C'est quand même bien diminué par le règlement et la zone inondable. On fera quand même des logements à l'étage, c'est un peu dommage. Alors, je vais répondre. Comme le soulignait Joël, effectivement, il y a un gros problème sur ce bâtiment, c'est qu'il est en ondable. On ne peut pas changer la destination déjà du rez-de-chaussée. Les habitations sont tolérées à l'étage. Voilà. Donc en fait, un bâtiment très compliqué. Je comprends les beaux discours, milieu bâtiment emblématique de Pont-Royal, il faut y faire plein de choses. Sauf que c'est pas le tout d'avoir des idées, il faut avoir des projets. Nous, sur Pont-Royal, on a des projets. On a des projets notamment sur l'emprise Jolivet, on va racheter des parkings. On a aussi des projets sur l'ancien camping, on va y faire un déménagement de camping-car. Enfin bref, on a plein de projets. Celui-ci, il aurait pu en faire partie, il n'en fait pas partie. Par contre, le projet qui est de M. Maurice, d'y faire son habitation, et en plus, en bas, d'y faire une cellule commerciale, et qui n'a pas besoin d'utilité de toute la zone, et qu'il est prêt à travailler, si vous avez répondu à l'hôtel, il est prêt à travailler avec les élus, les associations, pour pouvoir faire quelque chose. Donc c'est pour ça que la porte n'est pas fermée. Moi, je pense que c'est un projet qui va permettre de faire revivre ce bâtiment, d'éviter les nuisances sonores avec les discothèques. Et donc voilà, c'est un projet. Notre équipe a travaillé sur Pont-Royal, et le bâtiment, bon, c'est une partie. Déjà parce que c'est un tout énorme, c'est pas le tout de préempter, Madame Motel. Après, il faut assumer les frais. Donc là, on avait un bâtiment qui coûte 250 000 €. Donc effectivement, ça va être au détriment de notre projet. Et sur Pont-Royal, on a déjà des beaux projets. Et voilà. 250 000 €, c'est plus bon, je crois. Donc plus, vous avez visité le bâtiment, c'est une boîte de nuit. Donc, tout aurait été à refaire à l'intérieur. J'y ai Voilà. je connais. Donc, voilà. Oh, mais il y a longtemps. Ah oui, c'était la licorne. Voilà. Donc un bâtiment très compliqué à s'il a évolué réhabilité, très très compliqué. Donc faire un ERP au rez-de-chaussée, ça aurait été quasiment impossible, à part du commerce. Voilà. Donc vous l'avez vu vous-même, il est inondable. Donc, à l'étage, monsieur pourra y faire ses applications. Maintenant, comme tout le bord de Pont-Royal est inondable, on ne va pas chasser les gens de chez eux parce que c'est bien qu'ils habitent quelque part. Donc voilà, c'est un beau projet, moi je pense. Et je pense qu'il faut plutôt d'être en opposition, il faut travailler en intelligence collective et de travailler avec M. Maurice qui se propose, qui s'est tourné vers nous pour savoir ce qu'il pourrait faire du rez-de-chaussée. Il n'a pas besoin de toute la surface, donc je pense qu'il faut travailler avec lui là-dessus. Pour ce projet. Donc, et de toute façon, vous savez, on ne va pas vous dire ce qu'on aurait fait sur ce bâtiment parce que nous, notre démarche, elle était vraiment une démarche de concertation avec les habitants. C'était préempté, et ne vous inquiétez pas, les habitants de Pont-Royal, ils y auraient trouvé une utilité. Et pour ma part, j'aurais aimé y voir par exemple en rez-de-chaussée ce qu'on appelle les commerces éphémères, ce qui permet de tester des activités pour voir si c'est durable, ce qui permet aussi de faire venir des promeneurs du dimanche pour voir, parce que ça attire toujours voilà, le curieux et ça amène du mouvement sur la cale et c'était aussi un attrait touristique. Ça pouvait être aussi un lieu d'exposition, vous savez, on a une maison d'exposition à Bourg-des-Comptes, des artistes, ça pouvait être de bout en bout du halage, une participation des artistes sur différents points d'exposition, vous pouvez imaginer plein de choses qui valorisaient encore plus le tourisme.
on est capable d'acheter le terrain de camping, alors avec BHBC, pour y faire, alors, vous le savez, hein, un nouveau club de kayak, donc on accueille du public, donc parfois, il peut y avoir aussi manifestement quelques petites dérogations, quelques petits aménagements. L'activité liée à la voie d'eau. Oui, à la voie. Mais on pouvait là, aussi c'est pas lié à la voie d'eau. Mais on pouvait imaginer aussi faire une capitainerie ici. En fait, on pouvait multiplier les usages. Oui. Moi, je ne vais pas vous dire quel projet on a d'autres bâtiments aussi qui peuvent être utilisés mais je vais pas vous dire aujourd'hui pour une capitainerie. Vous voyez bien à quoi je pense. Mais je pense que quand on veut, on peut. Et notamment sur Rennes Métropole, avec le projet à Val-Vilaine, il y a des tas de règles qui vont être aménagées sur les questions inondabilité et accès public. Mais en tout cas, monsieur le maire, vous pouvez reconnaître quand même que permettre à des habitants de venir vivre en zone inondable, alors qu'on est en zone inondable, c'est quand même assez particulier là. Moi, je veux bien. C'est quand même particulier. Voilà. Déjà, là, rien que sur ce point-là, pourquoi on accepterait ça, alors que par ailleurs, on n'accepte pas que les établissements ouverts au public, voilà. Bon, ben, voilà. On vous a dit ce qu'on a dit. Moi, sur l'avenir, sur l'avenir, en tout cas, moi, ce que j'aimerais, c'est que tous ces sujets soient mis à l'ordre du jour des commissions urbanistes, parce que là, vous voyez, on arrive après la... Voilà, après, donc ça n'a plus d'intérêt de débattre. D'ailleurs, je suis assez surprise que ce soit mis au débat, puisque j'avais espéré que du coup, il y avait encore matière à débattre. J'étais très surprise. Madame Hôtel, vous avez répondu que la DIA a été prise. Enfin, je crois que c'était clair. Je vous ai dit, on débattra sur l'avenir de ce bâtiment-là, mais la DIA, non, on n'a pas préempté, et on assume. On assume de ne pas avoir préempté. Vous pouvez être déçu, je peux le comprendre, mais malgré tout, je vous ai dit, avec M. Maurice, on va pouvoir travailler sur des projets au rez-de-chaussée. Donc travaillons en intelligence et regardons ce qu'il nous propose. Est-ce que vous dites que vous voulez travailler sur des belles idées sur ce sujet? Pas de souci. On vous associera, il n'y a pas de problème. Il veut bien travailler avec des associations, des différents porteurs de projets. Donc la porte est ouverte. Donc si vous voulez qu'on vous associe, on vous associera. Ok, je suis curieuse de savoir à quel prix nous donnons notre participation. Parce que vous menez un projet public, vous décidez aussi du prix des prestations. Demain, on sera tributaire de la volonté de ce monsieur qui voudra évidemment rentabiliser son investissement. C'est tout. Mais faites pas la conclusion avant, on l'a pas encore vu. Bon, bah écoutez. Donc vous voulez pas travailler avec nous là-dessus? Ah si. Ah d'accord. On va travailler, mais voilà. Du coup, est-ce que je peux poser une autre question par rapport à la préfecture et l'envoi que vous nous avez fait sur les conditions liées au contexte sanitaire? Parce qu'en fait, sur l'accueil du public notamment et sur la retransmission des conseils municipaux, on a reçu un mail de la préfecture qui indiquait que les retransmissions filmées des conseils municipaux n'étaient pas compliquées. Vous avez dû le voir, le mail, c'était tout entre public. Ça m'a fait plaisir de voir ça parce que depuis le temps qu'on demande la retransmission, est-ce qu'il est possible qu'on mette en place ces outils pas compliqués dont nous parle la préfecture? Parce qu'il y a des gens qui ne viennent peut-être pas à cause du Covid, qui aimeraient bien quand même voir ce qui se passe au conseil municipal. Ça aussi, c'est faire vivre la citoyenneté. Voilà, donc je vous le demande, manifestement, il y a des outils. Donc, apparemment, on a inscrit au budget l'année prochaine effectivement un moyen de retransmission, puisqu'il sera vidéo ou seulement sonore, genre, c'est pas étudié. Donc on a inscrit vidéo, donc ça sera inscrit au budget. Super. Pas d'autres questions? Je mets fin à ce conseil municipal. Je vous remercie beaucoup.